Bonsoir, Mesdames, Messieurs. François Trépanier qui vous souhaite la bienvenue à une autre émission de La Vitrine. En deuxième partie d'émission, on reçoit Bertrand Touga et Marjolaine Mayotte pour parler des activités à venir et de la toute nouvelle exposition du club de photo Les Capteurs d'images. Et en première partie d'émission, bien heureux de recevoir Suzanne Gauvin, qui est chargée de projet pour le théâtre Loup-Garou. Bonjour, Suzanne. Bonjour. Et Jonathan Pépin, metteur en scène et conseiller en communication au Quartier de l'Emploi. Salut, Jonathan. Bonjour. Écoutez, on a vu des publicités passer, le théâtre Loup-Garou, Quartier de l'Emploi. Tout le monde s'associe pour une pièce de théâtre qui s'appelle Sous un même toit. Il y a déjà 4 représentations qui sont annoncées et on va en parler un petit peu plus tard, plus en détail. Mais Suzanne, si tu me permets, en premier lieu, comment est venu ce projet d'association, tout le monde ensemble? En fait, le théâtre Loup-Garou existe depuis une trentaine d'années. Ouais. Et puis, il y a 2 ans, le théâtre Loup-Garou a décidé de se donner une nouvelle mission, c'est-à-dire de faire du théâtre d'intervention sociale. OK. À partir de là, on a monté 2 projets de subvention, une avec le fédéral pour les nouveaux horizons pour les personnes aînées et pour le projet provincial avec le ministère de la Culture et Inclusion de l'immigration. OK. Alors, ces 2 projets-là, on a monté les projets pensant en avoir une des 2 et on a eu les 2. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. C'est rare, ça, on va toucher du bois, mais... Effectivement. Alors, à partir de là est vraiment parti notre engagement de vouloir faire du théâtre d'intervention sociale. Alors, on a rejoint des communautés pour la maltraitance du genre les intervenants, les familles en résidence familiale puis en résidence privée et institutionnelle. Et du côté de l'immigration, on a rencontré des gens qui étaient déjà intégrés, des intervenants dans le milieu. C'est là qu'on a fait affaire avec l'organisme L'Ancre, dans lequel on a retrouvé tous les services, toute l'aide possible et même un peu de financement de leur part pour justement pouvoir réaliser notre projet. Fait que Jonathan Pépin, qui est avec nous depuis le début, était un des membres de L'Ancre et du Quartier de l'Emploi. Et avec lui, on a commencé à monter une équipe de comédiens, autant d'origine que québécoise. Wow. La pièce va être montée avec des gens qui n'ont jamais joué du théâtre, mais qui vont jouer avec nous en parlant de leur histoire. Jonathan, parle-moi un peu, metteur en scène, conseiller en communication au Quartier de l'Emploi. Comment est arrivé ce projet sur ton bureau et pourquoi as-tu décidé de t'impliquer à ce point-là pour le projet? Écoute, on m'a suggéré pour le projet, c'est ça, pour le projet, étant donné que j'ai une affinité artistique, théâtrale. Et puis, en fait, ma boss, Lynn Laplante, du Quartier de l'Emploi, et Diane Guillet m'ont recommandé au Théâtre Loup-Garou pour être metteur en scène de cette pièce-là. Puis évidemment, bien, le sujet me touche beaucoup. Même si je suis adopté depuis 46 ans, ici, à Saint-Jean. T'es un des nôtres, hein? Oui, depuis absolument, longtemps. absolument. Puis je connais la réalité quand même d'être un nouvel arrivant ou d'une personne visiblement reconnaissable. C'est bien dit. Exact. Donc, veux pas, ce projet-là, il me tient à cœur parce que je travaille aussi au Quartier de l'Emploi. Je vois beaucoup de nouveaux arrivants, j'ai pu communiquer avec eux, puis c'est sûr que c'est une réalité complètement différente. Donc, l'opportunité de travailler sur une pièce, une production entièrement écrite aussi par les bénévoles, c'est-à-dire les comédiens, une certaine partie des comédiens qui ont participé à l'écriture. Donc, ça rend le projet extrêmement riche, d'abord et avant tout pour les nouvelles rencontres, puis d'élargir les horizons aussi. C'est un peu le but de la pièce aussi. Je suis curieux de savoir, avais-tu déjà été metteur en scène auparavant ou c'est vraiment une première pour toi? C'est une première. Tu dis que tu aimes les arts, tu es impliqué, tu aimes le théâtre, mais ce que je veux dire, c'est que on ne s'improvise pas metteur en scène ou acteur ou réalisateur dans le monde de la télé. Comment quand ta directrice générale t'a proposé d'être le metteur en scène, est-ce que c'est un défi qui t'a fait peur ou au contraire t'a dit j'ai beaucoup d'intérêt pour les arts, c'est quelque chose que je vais me perfectionner, travailler pour pouvoir mener à terme cette pièce de théâtre-là? Oui, absolument. Ça s'appelle une occasion d'un très beau défi. Oui. Comme je te dis, en ayant un background artistique assez développé, j'ai fait de la danse pendant des années dans des studios de danse comme Maureen McDonald. J'ai participé à beaucoup de productions, tant au secondaire qu'au cégep.
Là, je trouvais ça intéressant d'avoir la perspective du metteur en scène, étant donné que l'idée à la base était de créer une production dans laquelle on allait voir l'évolution des personnages dans le temps. À la base, c'était supposé d'être des sketchs où on allait présenter des problématiques que les nouveaux arrivants peuvent vivre. Sauf que mon input à moi, je trouvais ça important d'ajouter le facteur temps, comme quoi chacun peut évoluer, peut aller plus loin dans sa réflexion. Puis la pièce se passe sur un an-ish, parce qu'on voit une scène de la deuxième année. Mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est de voir les personnages évoluer. Dans toute leur beauté, dans toute leur splendeur, il y a quelque chose de plus attachant aussi pour le public, qui soit capable de s'identifier à ces personnages-là plus facilement à cause justement du passage du temps. Ce que je peux dire quand même, comme on est un théâtre d'intervention sociale, c'est qu'après le 4e sketch ou acte, il y a un animateur qui va interroger le public de la façon dont ils ont perçu le spectacle. Ils vont donner leur opinion, peut-être leur expérience de vie aussi, qu'est-ce qu'ils ont rencontré, mais on va leur donner l'occasion de s'exprimer sur leur expérience vécue ou peut-être trouver des solutions à des situations dans lesquelles les autres ont vécu et qui ont solutionné autrement. Alors, à partir de ce moment-là, on va leur proposer peut-être, s'ils veulent voir les personnages un an plus tard. Là, on ne vous donne pas le reste parce que c'est un punch. Suzanne, ça fait longtemps qu'elle est impliquée dans le domaine culturel ici dans la région, des années. De travailler, de voir Jonathan travailler, de voir le produit fini qui va arriver bientôt. J'imagine que pour toi, personnellement, et pour le théâtre Loup-Garou, c'est une fierté de s'associer à un projet comme ça? Oui, puis c'est aussi une grande leçon de la vie, à côtoyer des personnes qui ont vécu des expériences puis qui ont surmonté des obstacles incroyables. Ouais. C'est même touchant. On ne peut pas rester insensible à ces situations-là. Puis je trouve ça dommage que la société n'est pas encore sensibilisée à ce genre de situation-là. Bien souvent, quand on voit des personnes d'origine, il y a un fossé qui se creuse. On ne sait pas comment les aborder, on ne sait pas comment leur parler, on ne sait pas comment les approcher. Mais dans cette pièce-là, on essaye de démontrer que autant l'arrivant que l'accueillant, on peut faire un pas l'un vers l'autre pour se donner la chance au moins de se connaître puis de briser le mur de la différence, de créer un lien. Parce que bien souvent, c'est tous des gens comme vous et moi, aussi généreux, ce sont des parents. C'est des gens souvent qui arrivent dans des situations de crise, qui arrivent ici pour retrouver la quiétude, pour pouvoir élever leur famille dans un nouveau monde plus simple, plus serein. Alors, tu sais, ce qu'ils ont vécu, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas le changer, mais ce qu'ils peuvent voir en avant, ça peut leur apporter des différences. Puis ça, nous autres, c'est l'objectif de ce qu'on apporte dans cette pièce-là. Mais moi, j'ai changé ma façon de voir les choses en rapport avec les personnes qui arrivent. Vraiment. Et quelle leçon! Et quelle leçon! Bien, la résilience, le courage, la bravoure que je rencontre à tous les jours. À tous les jours. Jonathan, parle-nous un peu de la distribution. Comment on a trouvé les comédiens de cette pièce-là? Est-ce que ça a été difficile? Ça a eu son lot de challenges, je te dirais. Parce que, évidemment, la plupart de ces comédiens-là ont peu ou pas d'expérience théâtrale. Donc, c'est en même temps de donner le goût de faire partie d'un projet, de se dire qu'ils peuvent se l'approprier, puis ensuite transformer ça en hey, je suis vraiment capable de faire partie de cette production-là. Puis tu découvres des forces et des habiletés qui sont des fois très enfouies. Puis méconnues. Oui, exact. Vraiment. Donc, pour la plupart d'entre eux, on a procédé à un focus group, qui est aussi un groupe de discussion, qui nous a permis d'en apprendre un plus sur les expériences de chacun en tant que nouveaux arrivants. Et puis, évidemment, l'Ancre s'est joint à ce groupe de discussion-là pour avoir le côté expertise avec cette clientèle-là. Donc, ce que ça a donné, c'est éventuellement de très beaux échanges, mais surtout, là, c'est là que les gens qui étaient intéressés par la production pouvaient en apprendre plus. Puis, d'avoir cette expérience participative-là, ça les engageait, je pense, davantage. Et ils pouvaient
ils sentaient que leur expérience, leur connaissance sur le sujet apportait beaucoup à la pièce. Donc, c'était plus facile pour eux de franchir le pas. Parce que quand tu vois du concret, Oui. que tu amènes des idées et concrètement, toi, en tant que metteur en scène, tu vas l'intégrer au spectacle, Oui. bien, je pense que tu te rends compte que ton rôle est extrêmement important. Exact. Puis c'est vraiment ça que jouer un rôle justement déterminant dans tout ça, parce que ces personnes-là, ils pouvaient peut-être vivre chacun de leur bord des problématiques, que ce soit du logement, que ce soit de l'employabilité. Fait que déjà, d'une base volontaire bénévole, c'est déjà beaucoup pour eux d'essayer de faufiler ça dans un horaire qui est déjà bien chargé. Donc, les personnes qu'on a choisies, c'est toutes des personnes qui voulaient être là, voulaient faire la différence, puis s'impliquer à fond jusqu'à la fin du projet, parce que éventuellement, on a eu notre lot d'obstacles. Puis, justement, la réalité rattrape avec les nouveaux arrivants. Par exemple, il y a des situations où ta situation d'emploi change. Quel sacrifice que tu as à faire quand ça fait des mois, même voire des années que tu cherchais cet emploi-là. Ouais. Fait que malheureusement, on a perdu quelques joueurs, À ce moment-là, oui. mais ceux qui sont restés sont devenus une famille. Ouais. Oui. Là, c'était tissé serré parce qu'on avait tous le même objectif, de se rendre jusqu'au bout de cette production-là, puis de faire quelque chose d'unique aussi. Je pense que ça, il en avait bien conscience. Il reste moins de 2 minutes. Je veux qu'on parle un peu. Il y a 4 représentations d'annoncer. La première, le 23 mars prochain, du côté de Mont-Saint-Grégoire. Le 29 mars à Saint-Césaire. 30 mars à Saint-Jean-sur-Richelieu, ici au Cabaret Théâtre. Oui. Et le 6 avril, du côté de Saint-Valentin. Et je tiens à le mentionner parce Oui. qu'on s'en parlait hors d'onde. C'est rare de nos jours. Oui. Si les gens veulent y assister, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. La seule chose qu'il faut tenir compte, c'est qu'au Cabaret Théâtre, il faut réserver le billet quand même. OK. Vous allez sur la billetterie vosbillets.ca et vous arrivez directement, vous trouvez le titre du spectacle là, sous un même toit et vous pouvez acquérir vos billets sans frais. On parle d'un spectacle de combien de temps? Là? Les gens qui regardent, qui vont vouloir aller assister. Autour d'1 heure et Une heure, demie, oui, exactement. si la conversation entre les personnes dans la salle, les spectateurs et nous, se limite à 30 minutes, ça me surprendrait. Ça, c'est difficile. Ouais. C'est très difficile, surtout quand c'est très intéressant. Oui, Quand oui, c'est- le sujet est vraiment Ouais, fait très que pertinent. par expérience, parce qu'en fin de semaine, on a vécu celle de Gare au Loup qui a eu lieu au Cabaret Ouais. Théâtre. On a eu des témoignages assez touchants. Tu peux pas couper la personne pour dire que là, on a fini notre timing. Tout à fait. Fait qu'on va prendre le temps d'écouter les gens, puis ça prendra peut-être plus de temps que prévu que la pièce elle-même. Mais ça prendra ça. Mais on tient vraiment à rester en contact avec le public. On veut rester proche. On veut faire du théâtre de proximité. Et on veut que on veut aller vers les gens plutôt que les gens viennent vers nous. On veut conserver le mode classique de spectacle, mais où on veut aussi intervenir dans la communauté pour les aider justement à trouver des solutions à leurs problèmes de vie. Là. Ben, bravo à vous deux, bravo à vos Merci. organisations de vous être associés pour un projet comme ça. C'est Oui. très porteur. Oui. C'est le fun de voir ça. Ah oui, Puis tout à on fait. invite les gens à aller assister à l'une des représentations. C'est gratuit. C'est gratuit. Alors oui, on invite les gens à y aller. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Mais merci Puis bonne à toi. chance avec ce projet-là. Au plaisir de vous recevoir pour un autre projet. Oui, Oui. oui, oui, hey, merci. Peut-être Super. bientôt. Merci. On va terminer ceux-là là, d'ici le début avril. On devrait avoir rendu tous nos spectacles à bon terme. Merci Mais d'être merci passé en François studio. de nous avoir Merci. reçus. Plaisir et bonne chance avec le projet. Merci. Merci. Restez avec nous. Après la pause, on reçoit nos amis du club de photos, les capteurs d'images. Bougez pas. Ici Mario Tremblay. Je vous donne rendez-vous à la tribune TVHR, votre émission d'affaires publiques présentée les mardis, mercredis et vendredis à compter de 17h. C'est un rendez-vous. Nous sommes de retour à la vitrine et le club photo Les Capteurs d'images ici à Saint-Jean-sur-Richelieu vient tout juste de lancer sa nouvelle exposition qui s'appelle Courbe et ligne, que vous pourrez voir à la bibliothèque de Saint-Luc. Pour en parler et pour parler des activités de la prochaine année, le président du club, Bertrand Touga. Salut Bertrand. Bonjour François. Et la vice-présidente qu'on a déjà reçue ici à l'émission, Marjolaine Mayotte.
Oui, Pardon. Rebonjour. Rebonjour, Marjolaine. Les deux se disent. Absolument, les deux se disent, mais je veux le dire correctement. Parfait. Marjolaine, on va commencer avec toi, l'exposition Courbe et Ligne qui est en fonction depuis la fin février, je crois. Oui, c'est ça. Présentée jusqu'au 13 avril prochain du côté de la bibliothèque de Saint-Luc. Oui. Pour les gens qui ne sont pas allés voir l'exposition encore, qu'est-ce qu'on va découvrir du côté de la bibliothèque? Vous allez découvrir une variété très intéressante de photographies sur le thème courbe et ligne. La vision personnelle de chacun des photographes est très intéressante. On a des photos d'ici, des photos qui ont été prises en voyage, on a des photos de mobilier, on a des photos de toutes les sortes, toujours avec le thème courbe et ligne. C'est très intéressant. Il y a 31 photos qui sont exposées présentement à la bibliothèque. Bertrand, je veux qu'on parle un peu de comment est parti ce projet-là, les capteurs d'images, parce que veut pas, on entend parler de vous de plus en plus. C'est en expansion, il y a de plus en plus de photographes qui se joignent à vous. Comment le projet avait commencé à la base? Je n'étais pas là à l'origine. On est à la 14e saison du Club Photo. C'est un petit groupe de photographes locaux de Saint-Jean qui avait commencé ça dans les anciens bureaux de l'art photo. Okay. Ça a commencé tout petit, ça a grandi. Et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui, c'est notre implication qu'on a dans la communauté. Je vais dire un peu comme la mairesse nous dit, elle dit « vous êtes partout ». Un peu comme elle. Un peu comme elle, c'est ça. Donc, on a commencé il y a quelques années à donner notre temps aux organismes parce qu'on sait qu'ils ne sont pas capables de se payer des photographes pour certains de leurs 5 à 7, leurs événements, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on a commencé de façon structurée. Donc, oui, on se retrouve à plein d'événements, ce qui fait en sorte qu'on a une grande visibilité. On ne se le cache pas, quand on a commencé à faire ça, c'était pour nous donner une visibilité. Ouais. Et ça fonctionne. Fait qu'avec ça, bien, on recrute des gens, on redonne à la communauté. On parle de combien de membres présentement? Là? On est 60 membres. OK, quand même. Hein? Pas tout le monde qui sont super actifs, mais c'est 60 membres quand même qui participent à nos conférences. On a 12, comme cette année, on a eu 12 conférences. On a eu des ateliers pratiques. On a participé à 8 concours différents de l'Association canadienne de la photographie. Là, on commence notre blitz d'exposition annuelle. On en a fait une au marché de Noël. Ceux qui ont passé au marché de Noël ont pu voir une exposition qu'on avait faite avec la ville sur le thème de la terre à la table au niveau de la bouffe. Ouais. Donc, on s'implique beaucoup. Mais là, il y a Courbe et Ligne qui commence. Il va y en avoir un autre au mois d'avril au Carrefour Richelieu. Et il va y avoir notre exposition annuelle extérieure qui va débuter au mois de juin. Je veux qu'on revienne sur Courbe et Ligne. Comment on trouve des thèmes comme ça pour des expositions et comment on les présente ensuite aux photographes pour être sûr que les consignes sont claires, là, Marjolaine? Ça a été deux membres de notre club qui se sont portés bénévoles. Bertrand demande toujours l'aide des membres pour les impliquer aussi dans l'organisation. Et c'est eux qui se sont consultés et qui sont arrivés. Ils nous ont présenté quelques sujets, puis on a choisi Courbe et Ligne. On trouvait que c'était un peu graphique comme concept, puis ça pouvait aller dans tous les sens, dans le fond. Là. Des courbes, des lignes, on en a partout. Ça laissait quand même un grand jeu là, à chacun des photographes pour choisir une photo pour participer à cet événement-là. Quand on prépare une exposition comme ça, là, tu l'as dit, vous êtes plusieurs photographes, tout le monde, j'imagine, veut exposer sa propre photo. On leur laisse combien de temps? Vous prenez combien de temps, les photographes, pour vous assurer de pouvoir prendre la bonne photo, d'analyser, de peut-être consulter les collègues, de vous consulter? Est-ce que tu penses que je rentre dans les normes, de vous donner un... Bien, si on regarde l'exposition spécifique Courbe et Ligne, c'est quand même assez rapide parce que quand on a annoncé le thème versus la journée où ils devaient remettre les photos, il y a eu peut-être 2 mois. OK. Donc, c'est de dire aux gens, regardez, c'est le thème, vous pouvez aller dans vos banques d'images si vous en avez, vous avez le temps d'en faire des nouvelles. Et ensuite, le processus est relativement simple. On fait une galerie en ligne, nos membres vont aller voter sur les meilleures photos. Et là, on a un nombre limite, avec les murs de la bibliothèque, on a un nombre de limites de photos qu'on peut exposer. Donc, ceux qui ont les meilleures notes, c'est les photos qui sont choisies pour l'exposition. Fait que ça va quand même relativement vite parce que le club, je pense qu'à la bibliothèque, je pense que c'est la 6e ou 7e année qu'on fait une exposition là. Donc, on est rodé, on a le matériel, on a les cadres. Donc,
il reste à choisir les photos, Les imprimer. les imprimer chez leurs photos, puis après ça, ben, c'est d'aller les mettre en place. Donc, ça, c'est une belle exposition qui est là jusqu'au 13 avril. Donc, Marjolaine, comment cette passion-là est venue pour toi, la photographie? Je connais Bertrand depuis longtemps dans le monde de la Montgolfière. On voyait toujours de belles photos. Puis, Bertrand Touga, oui, il prend de belles photos. Je connais un peu l'histoire de Bertrand, mais toi, de ton côté, comment est venue cette passion-là? Et sous question, pourquoi avoir intégré le club Les Capteurs d'images? Avez-vous 2 heures? Absolument. J'ai quelques minutes. C'est ça. Moi, j'ai eu une formation dans ma carrière est plutôt scientifique du côté médical, mais le côté artistique a toujours pris beaucoup de place, comme un peu pour balancer probablement le travail un peu plus ardu. Alors, j'ai tout le temps aimé faire toutes sortes d'affaires, de l'aquarelle, de la peinture, mais la photographie, c'est toujours quelque chose qui revient dans mon cycle, disons, de choses que j'aime faire du côté artistique. Puis, on me disait souvent, « Ah, tu as une bonne caméra. » Parce que mes clichés, des fois, j'avais un peu l'œil pour la composition, mais c'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire. Puis, j'ai joint des clubs photos, dépendamment d'où je vivais, où je travaillais aussi. Puis, c'est ça, le dernier club photo, bien, c'est Capteurs d'images qui comble tout ce que j'ai besoin de savoir et d'organiser et pour les sorties aussi. Là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ouais. Bertrand, qu'est-ce que ça prend pour entrer dans le club? Marjolaine parlait, elle avait un appareil photo là, très performant. Est-ce que ça prend obligatoirement un équipement qui est haut de gamme et... Pas du tout. Si on regarde, puis cette année, c'est encore plus flagrant. On le sait aujourd'hui, l'appareil photo, tout le monde en a un dans ses poches, ça s'appelle un cellulaire, qui prennent des très belles photos. C'est sûr que c'est pas la même technologie, c'est pas la même technique, c'est pas la belle qualité, sauf que la composition de la photo, la conception de l'image, que ce soit sur un téléphone ou un appareil photo, ça fait la job. Donc, on a quelques membres cette année qui ont joint le club puis qui n'ont pas d'appareil photo, qui y vont avec leur cellulaire. Le 1er avril, justement, on a une conférence qui est la photographie sur cellulaire qui est donnée à la bibliothèque. C'est ouvert au public, ça coûte 10 si vous voulez venir pour la soirée. Vous présentez le 1er avril à 7 h au sous-sol de la bibliothèque à Saint-Luc. Puis on vous accueille, puis il y a une belle conférence sur la photographie cellulaire. Donc aujourd'hui, on a toujours dit le meilleur appareil photo, c'est celui que vous avez sous la main. C'est ce que j'allais dire. Donc oui, on a tous les niveaux de photographes au club. Des gens qui commencent avec leur cellulaire, qui n'ont pas d'expérience, mais qui prennent des photos cellulaires, puis qui ont une belle composition d'images, puis ils veulent en apprendre plus. Puis on a des professionnels qui gagnent leur vie de la photo, puis n'importe quoi entre les deux. Puis ce qui est intéressant dans le club, c'est la collaboration de tout ce monde-là. Les gens ont une question, dire je veux faire tel type de photo, telle affaire, mais il y a quelqu'un dans le club qui va lui donner un coup de main. Il y a un grand échange, un grand partage qui se fait. C'est sûr, rendu à 60 membres, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus les membres à... Parlez-vous entre vous autres, là, quand on fait les conférences le mardi soir, ce qui rend le tout un peu difficile parce qu'on fait tout en mode hybride. Il y a des gens qui sont en Zoom chez eux. Il y en a d'autres qui sont au sol de la bibliothèque quand on fait nos conférences. C'est sûr, l'interaction n'est pas comme c'était dans le temps, que tout le monde se rencontrait une fois ou 2 semaines physiquement. Mais ça se passe relativement bien, puis très grande collaboration. Puis ce que ça prend pour rentrer dans le club photo, c'est le goût de faire de la photo. Puis après ça, bien, vous joignez, puis il y a plein de conférences sur plein de sujets. Fait qu'on vient de casser le mythe, là, quelqu'un qui est à la maison qui se dit, ben là, moi, ça m'intéresse, mais je prends des photos juste avec mon téléphone. Ça fonctionne. Ils sont les bienvenus. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année pour le Club Photo? Il y a d'autres expositions, tu il y a l'as dit un peu, dont une exposition qui va mettre de l'avant les sans-abri, tu parlais? Bien, c'est un projet spécial que le comité Spotard, qui est composé de Passement-la-Porte, la ville, les députés, en tout cas, il y a plein de monde impliqué dans ce groupe-là. Et quand il y a eu la nuit des sans-abri, quelques semaines avant, on est parti avec un projet où Passement-la-Porte, avec notre aide, ont acheté des caméras. Ils ont choisi une petite équipe de sans-abri. Il y en a 2 qui ont finalement participé au projet, où, pendant 72 heures, ils ont eu une caméra avec eux, une semi-professionnelle, un bel appareil, et ils ont pris des photos de leur vie, leur quotidien.
Et ça, ceux qui ont visité la Nuit des sans-abri ont pu voir cette exposition-là. Et le comité a décidé, puis le rôle de capteur d'image là-dedans, ça a été de coacher les sans-abri qui prenaient des photos, des assister, des aider à choisir leurs photos. On s'est occupé de la logistique des impressions, puis tout ça. Mais là, ce qu'on fait avec eux autres, c'est l'exposition va se promener tout l'été à Saint-Jean. Ça commence cette semaine. Je sais qu'ils exposent à la bibliothèque du Cégep, je crois. Puis il y a plein d'autres endroits. Là. Ils vont être avec nous lors de notre exposition Carrefour Richelieu à la fin avril. Ensuite de ça, ils vont être à la bibliothèque, ils vont être au service de police, ils vont être à la Coop Artaud pendant une couple de semaines en juillet. Ils vont finir ça à la bibliothèque Saint-Luc, puis il peut se rajouter des endroits aussi où l'exposition va se faire. Ce qui est le fun avec ça, c'est que les photos vont être mises en vente. Si vous les achetez, 100% des revenus retournent aux deux sans-abri qui ne sont plus sans-abri parce que les deux se sont trouvés un petit appartement. Donc, c'est super intéressant, mais les revenus vont tous aller à ces gens-là. Fait que ça a été un projet spécial qu'on a fait. Puis on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Sûrement beaucoup de surprises aussi, hein? Beaucoup de surprises. On ne sait pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va ressortir. Sûrement qu'il y a des clichés qui ont sorti que, oh boy, OK, c'est... Non, ça a été une belle qualité de photo. Votre collègue Yves a l'adresse web, j'imagine qu'il va la mettre en bas. Vous pourrez aller voir là, vous pourrez acheter des photos sur place, puis vous pourrez suivre les informations qui vont être publiées sur les réseaux sociaux pour voir, puis aller voir l'expo des personnes sans-abri. Il y a des belles surprises là-dedans. Puis qu'est-ce qui s'en vient? Bien, notre saison, on commence à planifier déjà la saison 2025-2026. Notre exposition extérieure qui va commencer au mois de juin sous le thème du patrimoine Richelieu-Saint-Laurent. Ça devrait être extrêmement intéressant. Puis je sais que ça va être le 10e anniversaire de notre exposition extérieure cette année. Donc, qui est toujours très populaire. Toujours très populaire au domaine Trinité, sur la bande du Canal, dans le parc Honoré-Mercier à Iberville. Donc, les 3 sites sont là. On va être de retour de juin à mai. Merci de votre présence en studio. Toujours intéressant. On invite les gens à aller vous suivre sur vos différentes plateformes. Merci d'être passé, puis bon succès avec vos différents projets. Merci François. Toi. Alors nous, on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Vitrine. Bonne semaine tout le monde.